Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 1er juillet. Le temps de l'enquête au Royaume-Uni. 5 personnes ont déjà été arrêtées après les 3 attentats déjoués à Londres et à Glasgow. La nébuleuse Al-Qaïda est désormais nommément citée. L'enquête qui avance également en France sur l'accident cette fois qui a coûté la vie à Marseille au petit Nelson la semaine dernière. La voiture de police roulait selon les analyses à 70 km/h. C'est l'une des questions du moment. Comment trouver un logement lorsque l'on est étudiant? Cité universitaire, location, un parcours difficile pour beaucoup qui mène parfois certains, vous le verrez, à des situations hors la loi. Nous parlerons également du débat sur le travail dominical avec l'exemple particulier des Champs-Élysées à Paris. Une enseigne de luxe vient d'obtenir l'autorisation de travailler en raison de son caractère culturel. Les syndicats critiquent et les touristes, eux, s'en réjouissent. 10 ans déjà, Hong Kong fête l'anniversaire de sa rétrocession à Pékin. Quel est aujourd'hui le visage de l'ex-colonie britannique? Loin du communisme, le libéralisme est là-bas toujours roi. Enfin du cinéma avec la 2e réalisation de Robert De Niro. Il nous plonge dans son film Raison d'État, au cœur de la CIA. L'influence Coppola-Scorsese est évidente dans ce film. Gordon Brown a cette fois clairement cité Al-Qaïda. Le Premier ministre britannique a reçu ces 3 tentatives d'attentat comme un avertissement. 5 jours seulement après son investiture, sa capitale, Londres, et Glasgow, en Écosse, son pays d'origine, ont été les cibles de ces actions terroristes. Le Royaume-Uni reste toujours en état d'alerte ce soir et l'enquête semble avancer avec désormais 5 arrestations. On fait le point sur cette journée avec Maryse Burgot. Il ne reste pas grand-chose de la voiture bélier lancée hier après-midi sur l'aéroport de Glasgow. Mais les témoins ne sont pas prêts d'oublier cette attaque suicide. Un passager tente d'éteindre le feu sur ce kamikaze qui n'a qu'une obsession, arroser les lieux avec du pétrole. Quelques minutes plus tard, le terroriste d'origine indo-pakistanaise est arrêté. Il est grièvement brûlé. Il y avait un homme allongé par terre. Il était en flammes de la tête aux pieds. Puis s'est levé et a attaqué la police. Arrestation du 2e kamikaze, perquisition à Glasgow, à Liverpool et à Newcastle. 5 suspects appréhendés ce soir, l'enquête semble avancer rapidement et la police parle d'un lien clair entre les 3 attentats manqués. Pendant ce temps, Gordon Brown désigne les commanditaires. Je crois que nous devons reconnaître que la nature de la menace que nous subissons est liée au mouvement Al-Qaïda. Le niveau d'alerte a été porté au maximum sur toute la Grande-Bretagne. D'autres attaques sont redoutées. Ce qui n'a pas empêché les cérémonies de relève de la garde de se tenir ce matin devant le palais de Buckingham, même si elles ont été étroitement surveillées. Pas question non plus de laisser ces attentats gâcher le grand concert donné dans le stade de Wembley en l'honneur de la princesse Diana. Ses fils, les princes William et Harry, n'évoquent d'ailleurs en aucun cas ces attaques. Le prince Harry, qui est officier de l'armée britannique, salue ses camarades qui combattent en Irak. Puis la fête commence et Wembley oublie la menace terroriste. Et on retrouve tout de suite Maryse Burgot à Londres, devant le stade de Wembley. Ce soir, le concert en hommage à la princesse Diana a donc bien lieu. Sur le terrain, l'enquête sur les attentats se poursuit. C'est le profil des auteurs quelque peu amateurs qui attire ce soir l'attention. Oui, ce qui est sûr d'abord, c'est que ce sont des gens extrêmement motivés. On l'a vu hier à Glasgow jusqu'au bout, les kamikazes ont essayé de nuire. Des gens très motivés, mais un peu amateurs. Dans le cas de Londres, les attentats ont été déjoués, même si c'est un peu par chance et par hasard. Et dans les cas de Glasgow, eh bien, les kamikazes ont été arrêtés, ce qui va permettre de tracer leur parcours, de savoir exactement qui ils sont, d'où ils viennent et éventuellement de connaître les commanditaires s'il y en a. Et Maryse, on n'hésite pas désormais à nommer la nébuleuse Al-Qaïda. Oui, Gordon Brown parle de la mouvance Al-Qaïda. Il n'en reste pas moins que 2 scénarios sont possibles. Le premier, c'est que ces terroristes ont été approchés, recrutés, formés par des leaders d'Al-Qaïda. Le deuxième, c'est que ces terroristes ont décidé seuls dans leur coin de préparer ces attentats, ce qui expliquerait un peu le côté amateur. Ils auraient préparé ces attentats en s'inspirant des méthodes Al-Qaïda. Deuxième scénario qui n'est pas vraiment plus rassurant que le premier.
Merci Maryse. Glasgow a donc été la deuxième cible de cette vague d'attentats qui a échoué. En Écosse, les perquisitions se sont multipliées. Plusieurs quartiers ont été ciblés par les enquêteurs. L'aéroport d'Édimbourg fait également l'objet d'une surveillance particulière. Sur place, nos envoyés spéciaux, Dorothée Cochard et Patrick Desmully. On retire ce soir la carcasse de la voiture, celle qui a foncé dans le terminal principal de l'aéroport de Glasgow. 24 heures après l'attentat, le terminal a rouvert, mais les contrôles de sécurité se sont renforcés. Idem à l'aéroport d'Édimbourg, côté est du pays. Notre challenge, c'est de rester ouvert, de continuer à assurer les vols et de faire venir les voyageurs jusqu'au terminal. Des engins de chantier font ici office de rempart. Ils empêchent qu'une autre voiture folle ne vienne s'encastrer dans l'aéroport. Les parkings de l'entrée habituellement bondés sont vides. Ici aussi, les routes d'accès sont barrées et il faut une demi-heure de marche avant d'atteindre le terminal. Nous, on a laissé notre voiture à 5 km d'ici et on finit à pied. On va réussir, vous allez voir. On va l'avoir cet avion, tôt ou tard. Loin du tohu-bohu des vacanciers, la communauté musulmane de Glasgow, à peine 1% de la population écossaise. Dans ce quartier modeste, les gens se disent très bien intégrés, ils redoutent les amalgames. Ces gens doivent être très sévèrement punis. On est triste, on est surtout en colère. On n'arrête pas d'entendre les Indiens, les Indiens, les Indiens, mais c'est pas nous. La communauté musulmane qui devrait s'apaiser ce soir, le Premier ministre écossais vient de l'annoncer, les auteurs de l'attentat n'ont jamais vécu en Écosse. Et avec nous maintenant notre envoyé spécial à Glasgow en Écosse, Dorothée Cochard. Bonsoir Dorothée. Le message de ces attentats semble assez direct et dirigé vers le nouveau Premier ministre Gordon Brown. Tout à fait, le nouveau Premier ministre Gordon Brown qui a donc remplacé Tony Blair, ça vous le savez. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que Gordon Brown est écossais. Écossais et précisément comme ces deux voitures abandonnées en place centre de Londres et piégées. Écossais également comme les deux banques devant lesquelles elles étaient abandonnées. Écossais enfin comme l'aéroport de Glasgow qui a essuyé hier cette tentative d'attentat. Beaucoup de hasard, évidemment beaucoup trop aux yeux de la presse britannique qui considère que c'est là un signe fort envoyé à Gordon Brown, une manière de lui déclarer la guerre en quelque sorte. Je vous rappelle qu'ici, on est toujours en alerte maximum, ce qui signifie concrètement que la police considère que dans les jours à venir, il est tout à fait possible que de nouveaux attentats aient lieu. Merci Dorothée. Et de leur côté, les États-Unis, alliés à la Grande-Bretagne en Irak, ont annoncé des mesures de sécurité renforcées dans leurs aéroports par souci de précaution. Mesures de sécurité que l'on retrouve également dans les rues de New York et notamment à Times Square. En France, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a réuni cet après-midi les différents services de renseignement et de sécurité afin d'aborder la question de la lutte antiterroriste. La ministre, qui est en relation avec les autorités britanniques, a appelé à une vigilance renforcée. Des nouvelles maintenant de Michel Rocard, et elles sont bonnes. L'ancien Premier ministre a été opéré hier après une hémorragie cérébrale alors qu'il était en visite en Inde. L'épouse de Michel Rocard, qui l'accompagnait dans ce voyage, confirme que l'ex-Premier ministre est désormais conscient et impatient de rentrer en France. Le point avec Franck Genozo et Julien Boissiou. Michel Rocard s'apprête à passer sa deuxième nuit dans cet hôpital de Calcutta. Opéré en urgence hier d'une hémorragie cérébrale, l'ancien Premier ministre va mieux. Son épouse est à son chevet. Il va aussi bien que possible après quand même cette intervention d'1h30 qui n'était pas neutre, puisqu'on lui a rasé la tête, on lui a fait 2 trous dans la tête pour évacuer un hématome important. Il a parlé, il était tout à fait parfaitement conscient. Et ce matin, nous avons plaisanté, parlé, et il a même pu répondre à M. Sarkozy qui l'a appelé ce matin. Donc ça lui a fait très plaisir. Signe que les choses évoluent bien, dans la journée, le ministre indien des Affaires étrangères a pu lui rendre visite. Son opération s'est très bien passée. J'ai pu lui parler, il va bien. Député européen, Michel Rocard, 76 ans, se trouve en Inde pour une série de conférences internationales. Des conférences qu'il a confié vouloir terminer avant de quitter le pays, ce malgré son opération. Il n'y a pas de raison qu'il ait des séquelles, il va être bien sûr fatigué pendant quelques semaines. Comme tout ce qui touche au cerveau, les gens restent fatigables pendant quelques semaines et puis tout va rentrer dans l'ordre. L'ancien Premier ministre devrait rester en observation au moins 24 heures de plus. Son retour en France est envisagé en fin de semaine prochaine.
C'est l'une des traditionnelles fêtes des villages de France, les feux de la Saint-Jean. Eh bien, hier, il a tourné au drame dans une commune des Vosges, proche d'Épinal. Le bûcher a explosé pour des raisons encore inconnues. Le bilan, 10 blessés, dont 3 graves. Signe Boudaoud. Les gendarmes tiennent une piste. Le bûcher a explosé parce qu'il a peut-être été aspergé avec un liquide inflammable. Une simple hypothèse pour l'instant. Le drame a eu lieu peu avant minuit sur le stade municipal de Vaxoncourt, un village de 400 habitants. Le bûcher de la Saint-Jean devait clore la fête locale. 1 millier de spectateurs étaient là, à bonne distance heureusement de l'amas de bois qui a explosé au moment de son allumage. Il y a 15 blessés, dont 4-5 très graves. Et pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles des blessés graves et les autres ont été évacués sur les hôpitaux, c'est des petites blessures. On a l'avantage que parmi les associations du village, il y a les pompiers. Et donc ils étaient une quinzaine ou une vingtaine sur place et ils ont agi tout de suite, et heureusement qu'ils étaient là, quoi. Ce soir, le bilan fait état de 3 blessés graves et non 4. Les 3 hommes qui étaient chargés d'allumer le feu. Le souffle a projeté des planches plusieurs mètres à la ronde. Pour les gendarmes, l'accident ne fait guère de doute. On en sait un peu plus désormais sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie. La semaine dernière à Nelson, ce jeune garçon de 14 ans avait été renversé sur un passage piéton à Marseille par une voiture de police. Et les premiers éléments de l'enquête feraient apparaître que le véhicule roulait à 70 km/h, que son gyrophare fonctionnait, mais que la sirène n'était pas actionnée. Le point avec Caroline Thébault et Christophe Larocca. Il y a encore des fleurs et des messages de soutien près du passage piéton où Nelson a été renversé par une voiture de police. Une voiture qui, après analyse des traces de freinage, roulait à 70 km/h au lieu des 50 autorisés. Le gyrophare était bien allumé, pas la sirène. Les témoignages divergent encore sur la couleur du feu. Je demande que tout le monde se recueille en silence. Des informations révélées au lendemain de la marche silencieuse menée par les parents de la victime. Ils ne comprennent pas comment le conducteur âgé de 22 ans a pu rouler si vite sans être en mission d'urgence. On pourrait comprendre qu'il ait roulé à 70-80 km/h s'il fallait voler au secours d'une femme agressée, d'une maison cambriolée. Encore qu'il doit respecter les consignes de sécurité. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est vrai que 70 km/h, c'est toujours énorme, surtout lorsqu'on renverse quelqu'un. Même 50, déjà, c'est beaucoup. Maintenant, c'est vrai, compte tenu des missions, du nombre de missions et du manque d'effectifs, les policiers sont obligés d'aller vite. Et malheureusement, ça va toujours plus vite, effectivement. Nelson sera enterré demain après-midi à Marseille. Le conducteur, mis en examen pour homicide involontaire aggravé, reste libre sous contrôle judiciaire. Le village de Bervillers dans le Haut-Rhin, lui, est toujours sous le choc. Dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste avait foncé dans la foule et percuté 17 personnes lors de la fête du village. Aujourd'hui, une marche silencieuse s'est déroulée dans les rues de la commune, alors qu'un jeune homme de 21 ans a trouvé la mort. Sur place, Christine Beauce et Nicolas Froneur. C'est dissimulé sous une couverture que le chauffard de Bervillers, interpellé hier matin par les gendarmes, est arrivé au tribunal de grande instance de Colmar. Le parquet a requis une mise en examen pour tentative de meurtre et conduite en état d'ivresse. Il y a quand même eu absorption massive de boissons alcoolisées et peut-être de produits stupéfiants. Les deux mélangés, chacun sait ce que cela donne comme conséquence. Un mort et 14 blessés. Ce matin à Bervillers, des parents brisés pleuraient leur fils Benoît, 21 ans, décédé aujourd'hui des suites de ses blessures. Derrière eux, c'est tout un village qui est venu rendre hommage aux victimes. Ému et digne, 2000 personnes ont parcouru en silence l'endroit même où hier à 3 h du matin, un chauffard a fauché une vingtaine de jeunes à la sortie d'un bal populaire. Ça concerne des jeunes. Et puis on a tous des enfants, des petits-enfants qui étaient là. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Une grande peine, hein, comme tout le monde. À l'issue de la marche, l'émotion est à son comble. Membres d'associations et élus se veulent apaisants. On ne peut rien faire contre un acte de barbarie de la sorte qui nous révolte, qui est imprévisible. Nous devons néanmoins faire confiance à la justice pour que l'auteur des faits soit jugé et condamné. Le chauffard, âgé de 22 ans, qui sera placé sous mandat de dépôt, risque 30 ans de réclusion.
Économie, c'est devenu un classique. Chaque 1er juillet, voici quelques tarifs et prestations qui changent à compter d'aujourd'hui. Les tarifs des consultations des médecins généralistes augmentent d'1 euro et passent de 21 à 22 euros. Les allocations chômage sont revalorisées de 1,95. Et la SNCF, quant à elle, augmente ses tarifs de 10 centimes à près de 3 euros. Et cela suivant les destinations et hors TGV. Le SMIC augmente quant à lui de 2,1%, soit environ 1 000 euros net par mois. Il a été, on le sait, l'enjeu de débat politique qui concerne 15% des Français. Et la question que de nombreuses personnes concernées ou non d'ailleurs se posent, comment vit-on aujourd'hui avec le SMIC? Nous avons suivi un couple avec ses 2 enfants qui nous parlent de leur quotidien. Yves Ginca et Arnaud Wust. Allez, lève-toi. D'aller à l'école après. Debout. Dans la famille Verlet, on se lève tôt, samedi et dimanche compris. Walter est vendeur dans le commerce, payé au SMIC 980 euros mensuels. Laetitia fait des extras dans l'hôtellerie. Pour se loger, c'est pas gagné. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des appartements. Donc nous, on a 2 enfants en bas âge, donc on essaye de trouver un petit logement par le 1% patronal ou voir la mairie. C'est les propriétaires qui demandent 3 fois le loyer sur un salaire de 980 euros par mois. Pour nous, c'est dur, quoi. On fait pas attention, hein. Surtout, moi en priorité, je préfère payer la cantine à ma fille, payer à manger à mes enfants, des vêtements ou des choses qui me plaisent, je peux même pas me l'acheter. Pour l'instant, il partage un 3 pièces avec les parents de Walter. Sans eux, on n'y arrivera à rien. Si ça se trouve, on serait sous un pont ou une chose comme ça. Hein. Laetitia partie au travail, les courses se font à pied. C'est très dur d'avoir une voiture en disant au SMIC, quoi. On s'en sortirait pas, on serait plus à découvert qu'autre chose. Ne pas s'endetter, une préoccupation pour Walter. Dès que je reçois un peu d'argent, je le mets tout de suite à la banque, comme ça je sais qu'il s'est traité dans la journée. Avec 980, on peut rien faire. Ça passe plus dans les factures et dans les courses. Le cinéma, le restaurant? Très peu. Une fois par an, et encore le cinéma, ça doit faire 3 à 4 ans que je suis pas allé. Au supermarché, il faut faire attention. En attendant de travailler plus pour gagner plus. On essaye de payer moins pour avoir un petit peu plus, mais bon, on est toujours sur la TH de 30 à 40 euros. Une somme qu'il n'obtiendra pas cette année. Car aujourd'hui, le SMIC n'augmente que du strict minimum légal, soit 20 euros. Bon, je trouve ça un peu injuste envers nous, comme nous on est comme tout le monde dans la vie de tous les jours, c'est très léger quoi le SMIC. Il est 10 h et la journée est loin d'être terminée. Walter doit encore raccompagner ses enfants avant d'aller travailler. Le bac en poche, s'inscrire à la fac et maintenant trouver un logement. Voilà le parcours de milliers d'étudiants et la dernière étape n'est pas la plus facile. Elle est en tout cas souvent la plus discriminante. À Paris, par exemple, le prix des loyers d'une chambre de bonne est devenu indécent. En réponse à cela, ce week-end, plusieurs associations ont voulu jouer la provocation en invitant les étudiants à occuper les anciens locaux d'une banque. Reportage Peggy Leroy, Bruno Vignier. Cela fait 2 semaines qu'Alizé enchaîne les visites d'appartements, 4 à 6 par jour. Donc voilà, entièrement meublé, machine à laver, la salle de bain enfin. À 19 ans, elle découvre les dures lois de la location sur Paris. Et donc il est à 600. Exact. Charge compris. 14 mètres carrés, c'est ça? 16 mètres carrés. 16 mètres carrés. 600 euros pour 16 mètres carrés. Alizé a organisé ses études pour pouvoir payer son loyer. J'ai choisi la formation d'alternance pour pouvoir vivre tout simplement normalement, quoi. Donc après là, il faut avoir des parents aisés ou il faut travailler à côté, c'est clair. Des sacrifices, cette jeune étudiante est prête à en faire beaucoup pour se loger. Certains ont choisi une autre démarche. Bienvenue dans un des plus grands squats de Paris, 1600 mètres carrés de bureaux. Pendant 3 ans, ces anciens locaux d'une banque sont restés vides. Aujourd'hui, une quarantaine de personnes y habitent. Et là, on arrive chez moi, au 6e étage. C'est une colocation en fait, hein, on est 4. Donc là, c'est la cuisine. Là, c'est le salon, alors ça doit faire 40-45 mètres carrés. En face, c'est vide, c'est la bourse. Des étudiants, mais aussi 9 familles en attente de logements sociaux ont élu domicile en plein cœur de la capitale. C'est quoi le loyer pour habiter ici alors? Ah bah, le loyer, il n'y a pas de loyer. On paye les charges, donc on paye Internet, parce que voilà, moi j'ai besoin d'Internet pour travailler. Donc c'est 10 euros par mois, quoi. Et après, il y a l'électricité. Plusieurs associations militantes se sont installées ici. En squattant, elles s'en prennent à ces entreprises qui maintiennent leurs locaux vides
en attendant que le prix du mètre carré augmente. On ne peut pas accepter encore une année de plus que les étudiants soient obligés de se loger dans des caves, soient obligés de squatter d'appartement en appartement. Nous, on leur offre la possibilité, effectivement, dans un cadre d'égalité des chances, de pouvoir se loger, pouvoir faire leurs études, réviser dans de bonnes conditions. Les squatteurs risquent l'expulsion, mais sa mise en œuvre est souvent longue. Selon les chiffres de l'INSEE, il y aurait 110 000 logements libres, rien que sur Paris. Économie toujours avec la colère des syndicats et le plaisir en revanche des clients. Voilà résumé le sentiment après la décision judiciaire qui octroie au magasin de luxe Louis Vuitton d'ouvrir le dimanche sur les Champs-Élysées à Paris. Le motif invoqué, le caractère culturel de cet espace. Les syndicats souhaitent continuer à faire pression. Les clients, notamment étrangers, apprécient ce shopping dominical. Yves Ginca et Damien Louvet. Vous avez vu des œuvres d'art dans le magasin? Des œuvres d'art? Des œuvres d'art? Non. Des œuvres d'art. J'ai vu les sacs très anciens. Avenue des Champs-Élysées, les clients qui sortent du luxueux magasin Louis Vuitton sont formels. De l'art, ils n'en ont pas vu. Et pourtant, la justice vient d'autoriser l'enseigne à ouvrir le dimanche, car pour elle, Vuitton serait une vitrine de la culture. Mais voilà, à l'intérieur, outre les célèbres sacs et autres accessoires, ce que l'on remarque surtout, c'est l'architecture et la déco. Les œuvres contemporaines sont des installations vidéo, comme celle-ci, ou comme ce grand rectangle coloré. En fait, le gros des œuvres est concentré ici, au 7e étage. C'est l'espace Louis Vuitton, un lieu d'exposition réputé mais peu fréquenté. On y accède par le magasin, mais aussi par l'extérieur. Pour ce syndicaliste opposé à l'ouverture dominicale, cet espace n'a rien à voir avec l'activité commerciale. Comme vous le voyez ici, vous avez l'entrée de l'espace Louis Vuitton qui est complètement différent de l'entrée du magasin et qui permet d'accéder vers ce que Louis Vuitton appelle son musée et qui lui permettrait d'ouvrir le dimanche, qu'il se sert de cet espace comme alibi culturel pour pouvoir ouvrir son magasin. Faux, rétorque la direction. Pour elle, art et luxe sont imbriqués, ce qui justifie l'ouverture. C'est que cette dimension culturelle, elle aurait existé avec ou sans le problème du dimanche. Maintenant, je ne vais pas vous nier que je suis extrêmement heureux d'ouvrir le dimanche. Quand on fait un investissement comme ça, c'est vrai que c'est complètement économiquement absurde de ne pas l'ouvrir le dimanche. De leur côté, les syndicats ont précisé qu'ils continueraient à se battre pour défendre le repos dominical. À l'étranger, Hong Kong a-t-elle viré au rouge? 10 ans déjà que l'ex-colonie britannique est retournée dans le giron du grand frère chinois et le pouvoir de Pékin a su subtilement conserver le dynamisme économique de la ville tout en limitant les aspirations démocratiques. Sur place, le reportage de Pascal Golomer et Sylvain Guillaume. Les chiffres sont formels. Les Chinois envahissent Hong Kong par millions. Mais c'est pour faire du tourisme et du shopping. Car Hong Kong demeure la cité prospère et flamboyante qu'elle était il y a 10 ans, sans s'être convertie au communisme. Les vrais héros, ce sont encore et toujours les millionnaires. Parmi eux, Jimmy Lai, un homme d'affaires devenu patron de presse et farouche opposant au régime de Pékin depuis le massacre de Tiananmen. Il craignait le pire en 1997, quand Hong Kong redevint chinoise. Je pensais que je serais arrêté. Vraiment, je ne pouvais pas deviner que cela se passerait aussi bien. Impossible. Ce fut pour moi une surprise, une très bonne surprise. C'est vrai que lorsque les Anglais replièrent l'Union Jack il y a 10 ans, l'ambiance était morose. Chris Patten, le dernier gouverneur anglais, ne put retenir ses larmes à l'heure des adieux. Certains journaux très sérieux prédisaient déjà la mort de Hong Kong et la fin prochaine de son statut spécial. Mais les dirigeants communistes n'ont pas voulu tuer la poule aux œufs d'or. Ils ont hissé le drapeau rouge, mais ont laissé à Hong Kong son autonomie, sa monnaie, sa justice indépendante pour qu'elle continue d'attirer les capitaux étrangers, séduits par un fonctionnement qui leur rappelle Londres ou New York. L'administration extrêmement performante aussi qui existe sur Hong Kong rassure les investisseurs qui sont intéressés par le monde économique chinois et qui n'osent pas nécessairement peut-être aborder tout de suite le territoire chinois lui-même. Succès économique donc, mais statu quo politique, au grand regret des dizaines de milliers de Hongkongais qui ont manifesté encore aujourd'hui pour réclamer l'élection de leurs dirigeants locaux au suffrage universel, comme l'avait promis Pékin il y a 10 ans. Mais le pouvoir chinois l'a rappelé fermement, c'est lui qui fixe l'ordre des priorités. Et la priorité officielle aujourd'hui, à Hong Kong comme dans le reste du pays, c'est de s'enrichir, pas de voter. Retour en France avec cet autre anniversaire, celui du scoutisme qui célèbre ses 100 ans. Ils sont 150 000 en France, un chiffre qui est d'ailleurs en progression avec une question pourtant. Le mouvement créé par Baden-Powell a-t-il toujours une raison d'être? Élément de réponse avec Nicolas Lemarinier et Bruno Vignier.
Drôle de totem pour un rassemblement scout. Cette fois, c'est un peu spécial. Le scoutisme a 100 ans et il s'offre une grande fête au pied de la Tour Eiffel. 15 000 jeunes réunis pour présenter leur savoir-faire. On est en train de fabriquer un mirador. À l'affiche également, l'engagement humanitaire à l'étranger. Le scoutisme sert aussi à ça. Là, par exemple, moi je m'occupe des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans et on est en train de monter un projet en Roumanie. Et donc en fait, c'est super sympa, ils apprennent à appeler les gens, démarcher, ils apprennent à monter un projet, un budget, etc. Tout en s'amusant et en s'impliquant. Pour célébrer le centenaire, les 3 grandes familles ont envoyé leurs représentants. Les scouts et guides de France, 60 000 membres, les scouts unitaires, et les scouts d'Europe, plus conservateurs, ils sont 26 000. Point commun, le scoutisme doit aider les jeunes à s'épanouir. Il y a le respect du corps, le respect le respect des autres, c'est essentiellement ça, respect de la nature aussi, beaucoup. C'est Lord Baden-Powell qui crée le mouvement en 1907. À l'époque, pas de divergence. Après-guerre et après le Concile Vatican II, 2 chapelles apparaissent. Les partisans de la tradition et les adeptes des nouvelles pédagogies. Aujourd'hui, le scoutisme est toujours très actif. Selon ses responsables, c'est parce qu'il sert à beaucoup de choses. Apprendre le sens de la solidarité, le sens de l'amitié, découvrir la relation avec la nature, finalement savoir être des citoyens qui s'engagent dans le monde d'aujourd'hui. En France, il y a 150 000 scouts et depuis quelques années, les effectifs repartent à la hausse. Ce sont des héros peu connus, les sauveteurs en spéléologie sont tous bénévoles. Ils sont en général appelés pour secourir des personnes accidentées dans des grottes ou des souterrains. En 30 ans d'existence, ils ont sauvé 2000 personnes. Sylvain Lepetit et Vivien Roussel les ont suivis lors d'un exercice. Les spéléo-secours se préparent à évacuer un de leurs collègues. Une brusque montée des eaux a bloqué la voie du retour. Dans cet exercice, les plongeurs manipulent la civière dans des goulots très étroits. Avec le blessé, elle pèse plus de 100 kilos. Par sécurité, chaque homme porte 2 bouteilles. En cas d'accident, ils ne peuvent pas remonter rapidement à la surface. En 30 ans, ces sauveteurs n'ont jamais abandonné une recherche sans avoir retrouvé la victime ou son corps. Les principales difficultés actuellement, c'est la profondeur. C'est la dimension trop étroite, donc il faut passer les civières ou le matériel dans une visibilité très très réduite. 1, 2, 3, allez. Aujourd'hui, l'exercice était particulier. Le cobaye avait lui-même été victime d'un accident en 2003. Une chute de 14 mètres, une vingtaine de fractures et 24 heures pour le sortir. Depuis, il est devenu secouriste. Je ne vois pas ce qui peut m'empêcher de continuer la spéléologie. La passion est forte. C'est un milieu envoûtant. Chauffagiste, il s'entraîne en moyenne 3 week-ends par mois, comme 2100 personnes en France. C'est un vrai bénévolat, ils s'entraînent sur leurs vacances, sur leurs week-ends, en dehors des heures de travail. Ils achètent leur tenue, ils tournent avec leur propre tenue et c'est pour ça que très injustement on nous dit que les secours spéléo coûtent cher alors qu'en fait on est la seule fédération à assurer nous-mêmes nos propres secours. Pour fêter leur 30e anniversaire, au lieu de souffler les bougies, ils ont préféré allumer celles de leur casque et se réunir, les pionniers du secourisme avec les jeunes pousses, pour que le relais passe de génération en génération. La page de sport de ce dimanche soir avec du cyclisme et le maillot de champion de France qui se retrouve sur les épaules de Christophe Moreau à Aurillac. Âgé de 36 ans, le coureur Picard a remporté l'épreuve d'aujourd'hui et s'élancera donc la semaine prochaine lors du prologue du Tour de France en bleu, blanc et rouge. Et le cycliste doit toujours vivre avec cette suspicion de dopage. À quelques jours du départ du Tour de France, l'Union cycliste internationale a proposé une charte d'engagement du coureur qui les oblige, en cas de contrôle positif, à rembourser tous leurs gains. En Italie, à l'occasion du championnat national, comment cette charte a-t-elle été accueillie? Reportage Gérard Grisbeck, Karine Guillaumin. Un champion, c'est aussi une star, surtout à Gênes et dans tout le nord de l'Italie, où le cyclisme est roi. À 25 ans, Damiano Cunego en sait quelque chose. Il a déjà remporté le Tour d'Italie. Mais aujourd'hui, la fête est gâchée par ces nouvelles mesures antidopage prises par l'Union cycliste internationale. Il me semble que là, on nous en demande un peu trop. Mais bon, si ça peut aider, alors c'est une bonne chose. Pour être au départ du Tour de France, il faut maintenant être prêt à fournir son ADN et en cas de dopage, reverser son salaire de l'année, aux grandes dames de l'association des coureurs italiens. Dans ces bus qui servent de vestiaire, les champions montrent aussi un certain agacement.
On s'est déjà engagé plusieurs fois sur les contrôles. On a toujours montré notre bonne volonté et ça nous retombe toujours dessus. Alors là, ça suffit. C'est la fédération qui doit trouver une solution. Moi, je n'ai rien à dire. Et c'est le départ du championnat d'Italie, alors que plusieurs coureurs de premier plan comme Basso, Di Luca ou Petacchi sont accusés de dopage et doivent s'expliquer devant les tribunaux. Il faut les disqualifier à vie. Plus le droit de courir. Ils n'ont qu'à prendre leur vélo juste pour aller se promener. Moi je vois les choses comme ça. En ce jour de championnat, les coureurs ont l'impression d'être montrés du doigt avec un texte jugé excessif. Sincère ou hypocrite, bon gré mal gré, les coureurs italiens signeront l'appel pour ne pas être absents du Tour de France. Comme tous les dimanches soirs, on parle cinéma avec ce soir Robert De Niro qui repasse derrière la caméra pour son deuxième long métrage, Raison d'État, un voyage au cœur de la CIA à travers le quotidien d'un agent secret. Un film avec Matt Damon et Angelina Jolie est produit par un autre monstre sacré de Hollywood, Francis Ford Coppola, Pascal Deschamps et Brice Boussoir. Au Festival de Berlin, comme partout où De Niro passe, c'est l'acteur aux 70 films que l'on acclame. Mais cette fois, c'est le réalisateur qui s'exposait avec un film dont la star est Matt Damon, Raison d'État. Tout le monde a des secrets à révéler. Matt Damon est Edward Wilson, un personnage inspiré d'un authentique espion. Recruté comme beaucoup d'autres parmi les étudiants de la haute bourgeoisie, il sert d'abord dans l'OSS, les services de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale. Que vas-tu faire, sauver le monde? Je ferai ce que je pourrai. À l'époque, l'ennemi, la menace que nous avions à affronter était clairement identifiée. Et du coup, nos objectifs étaient clairement ciblés. Mais en 1947 commence la guerre froide et sur les ruines de l'OSS, le président Truman fonde la CIA. La CIA fut d'abord créée pour obtenir des renseignements, pour analyser ces renseignements et les centraliser, pour pouvoir les étudier dans la meilleure tradition académique. Cependant, elle fut aussi créée pour lutter de façon subversive contre les forces subversives que nous devions affronter. Les soviétiques, sans ouvrir le feu, ont pris le contrôle de la moitié du monde. Et bientôt, on les aura sur le dos. Ils seront à nos portes en un rien de temps, vous verrez. J'ai parlé au président du besoin urgent de créer un service du renseignement à l'étranger qui ferait en temps de paix ce que l'OSS a fait pendant la guerre. Mais ce Raison d'État n'est pas un film historique. C'est une plongée dans le quotidien d'un espion, confronté aux mensonges, aux trahisons, aux coups tordus du système. C'est mieux comme ça. Comment savoir si je peux vous faire confiance? Étant à la tête du contre-espionnage, il devient totalement paranoïaque et en même temps, il a des raisons. Il a été trahi. Dis-moi ton vrai nom. On n'a plus besoin de jouer les gentlemen. Tu vas dire ton nom? Personne n'est tout blanc dans cette histoire. Et en un sens, on doit en tirer les leçons quand on regarde le monde d'aujourd'hui et ne pas toujours prétendre qu'on est du bon côté. Le film s'arrête en 1961, au moment de la baie des Cochons. De Niro voulait tourner une suite jusqu'à la chute du mur de Berlin. Mais l'accueil plutôt froid du film aux États-Unis pourrait compromettre cet ambitieux projet. Partez, pendant que vous avez encore une âme. La mode avec le coup d'envoi demain de la semaine des défilés haute couture qui sera marqué par les 60 ans de la Maison Dior. 60 ans de rêve, de création, de révolution surtout, que nous raconte son actuel directeur artistique John Galliano. Et Dior raconté par Galliano, c'est un peu comme ses créations, un peu d'histoire et beaucoup de fantaisie. Estelle Collin, Olivier Robert. Romanesque et provocateur. Avec ses facéties, John Galliano est devenu en 10 ans aussi célèbre que la marque Dior qui en affiche 60. Sur le podium, le créateur devient acteur de sa propre collection, un peu comme au cinéma. C'est vrai que comme on est tellement impliqué dans une collection, tu le vis, non? Et tu deviens un peu le caractère. Chaque saison, la palme de l'inventivité revient à cet Anglais turbulent, insolent, comme l'était Christian Dior à son époque. Je crois que derrière les multiples facettes de Monsieur Dior, il y avait un petit côté voyou. Rappelez-vous seulement du New Look, qui est aujourd'hui synonyme de Dior.
Moi, j'ai envie de perpétuer cette tradition qui est que seule la maison Dior est capable d'une telle révolution à chaque saison. 1955, la magie Dior s'impose même aux États-Unis. Le célèbre présentateur Edward Murrow lui demande « S'il vous plaît, monsieur Dior, faites-nous un dessin ». Il ne lui faut que quelques secondes pour que la magie opère. No one ever flattened a curve more ruthlessly than Dior. Oh, it was never in my mind. I never tried to flatten the bosoms. I only wish to have a more natural line. Tell me, Mr. Dior, do you ever get any practical suggestions from your customers? Oh, I've heard so many different things. I have been hanged, killed, boiled, burned, I don't know, arrested. 1947, Christian Dior fait scandale en allongeant les jupes après des années de privation. 2007, John Galliano crée des robes sous des métrages de tissu. On crie au scandale, on crie au génie. C'est la naissance d'un grand de la couture qui dérange mais s'en arrange à la manière d'un caméléon. Je suis John Galliano sous les feux de la rampe. Mais dans l'ombre, je suis John. Dès que la lumière revient, Galliano. Pour finir, ce journal en retourne au stade de Wembley à Londres où les deux fils de la princesse Diana ont donc organisé un concert géant en hommage à leur mère décédée il y a 10 ans. Des stars et 65 000 personnes sont au rendez-vous pour cet hommage ce soir. Renaud Bernard. Le stade de Wembley transformé en temple. 65 000 spectateurs sont venus. Le concert a été voulu par les deux fils de la princesse, William et Harry, manifestement aussi à l'aise sur scène qu'à Buckingham Palace. Pour l'occasion, le prince héritier William a invité Kate Middleton. Ici, au sang tremblant, selon la presse anglaise, le couple séparé depuis 3 mois se serait réconcilié. Si Diana n'était pas morte il y a 10 ans, elle aurait fêté ses 46 ans aujourd'hui. Cette soirée est tout ce qu'aimait notre mère dans la vie. Sa musique, la danse, ses œuvres de charité, sa famille et ses amis. Sur scène, 23 artistes sont programmés. Ceux qu'affectionnait la princesse et d'autres choisis par ses deux fils parce qu'elle les aurait sûrement appréciés. Tous ont accepté de se produire gratuitement. L'argent du concert sera versé à des organisations caritatives en faveur des enfants. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Merci d'avoir suivi ce journal. Ne manquez pas la météo Isabelle Martinet. À 20h50, la nouvelle saison d'Urgence qui commence. Demain, 13h, Élise Lucet. 20h, David Pujadas. Passez une très belle semaine.